Bonsoir à toutes et à tous, merci d'avoir bravé le froid. Le thème de ce soir, deux parents, une seule voix, VOIE, VOIX. On a oublié un point d'interrogation, c'est mis en affirmation, c'est fort bien. Donc la conférence est au fond terminée, n'est-ce pas? On va essayer bien sûr d'aborder, je pense, un des sujets les plus complexes, paradoxalement, qui existent dans le domaine de l'éducation. C'est le fait qu'une éducation, normalement, ça se fait à deux, mais avec deux êtres tellement étranges, parce qu'il n'y a rien de plus étrange pour un homme qu'une femme, il n'y a rien de plus étrange pour une femme qu'un homme, et en plus chacun provenant de son histoire, avec au centre un enjeu fondamental qui est l'enfant, et avec bien sûr la nécessité de savoir comment gérer au mieux ce défi-là. Alors tout d'abord, deux parents. Est-ce que le terme de parent existe dans les textes? Est-ce que la notion de horim, ce qu'on appelle en hébreu les parents, on le voit dans la Torah? La réponse est claire, non. On voit en effet que la Torah nous parle de Av et de Em, de père, de mère, de père. Et on va voir que un des textes qui va servir de fondement à notre réflexion, eh bien, fait de manière très claire cette distinction. Il va parler, c'est la fameuse histoire de ce que l'on appelle Ben Sorer ou Moré. Alors, un petit rappel, Ben Sorer ou Moré, qu'est-ce que c'est, de quoi s'agit-il, pardonnez-moi? Ben Sorer ou Moré, c'est celui que l'on appelle l'enfant dévoyé et rebelle. L'enfant dévoyé et rebelle, c'est un enfant qui a un âge qu'on appelle aujourd'hui la préadolescence, a pendant une période déterminée fait preuve d'une gloutonnerie excessive et d'une propension à boire du vin de manière anormale pour son âge. Et le texte là-bas nous dit que si cet enfant rentre dans cette catégorie, eh bien, il y a une solution s'il est condamné à mort. Alors, bien sûr, il y a ici quand même quelque chose d'extrêmement surprenant qui mériterait une exégèse. C'est pas le sujet de ce soir, même si on va l'ouvrir un petit peu. Ce qui est intéressant là-bas, c'est de voir qu'il y a quand même certaines conditions à respecter pour qu'il y ait cette condamnation à mort. Et je vous rassure, la Gemara nous dit, les maîtres du Talmud nous disent que Ben Sorer ou Moré l'oraya velonivra, ça n'a jamais existé. C'est un cas théorique. Il y a une opinion qui dit il y en a eu un. Et même cette opinion-là, elle est intéressante parce qu'en vérité, il n'y en a pas eu. Elle dit il y en a eu un, mais il n'y en a pas eu. Mais parmi les conditions qu'il y a, il faut que les parents arrivent devant donc ceux qui ont la responsabilité d'éventuellement d'établir cette sentence. Et le texte nous dit Enenu shomea bekol aviv ou bekol imo. On va dire que cet enfant n'écoute pas bekol aviv, la voix de son père, ou bekol imo, la voix de sa mère. Il va y avoir marqué un peu plus tard dans le verset Enenu shomea bekol, nous n'entendons pas notre voix. Mais à la base on dit Enenu shomea bekol aviv ou bekol imo. Il n'écoute pas la voix du père et la voix de la mère. Si on avait voulu faire une économie de mots, le texte aurait pu nous dire éventuellement Enenu shomea bekol horav, il n'écoute pas la voix de ses parents. On aurait pu dire Enenu shomea bekol aviv ve'imo, il n'écoute pas la voix du père et de la mère. Ou alors, mesdames, si vous préférez bekol imo ve'aviv, la voix de la mère et du père, why not? Alors le texte nous rajoute kol aviv ve'kol imo, la voix du père et la voix de la mère. Et ça va très très loin puisqu'on nous dit que pour que l'enfant soit condamné, il faut que la tonalité de la voix du père et de la mère soit identique. En deux mots, soit la mère soit un peu ténor, soit le père soit castrat. Pour avoir la même tessiture de voix chez un homme et chez une femme qui plus est sont en couple, même si à ce qui paraît qu'on est en couple depuis longtemps, au bout d'un moment il y a certaines choses qui se ressemblent, mais la tessiture de la voix quand même c'est un peu complexe. Et ne serait-ce que pour cela, le cas est quasiment inimaginable. Bekol aviv ou bekol imo, la même tessiture de voix. Il faut que l'enfant ne fasse pas de distinction entre la voix du père et de la mère. C'est-à-dire que même dans la manière dont il entend les choses, qui me parle, c'est mon père ou ma mère. Alors dans ce cas-là, et exclusivement dans ce cas-là, il est condamné.
Car en effet, un enfant qui serait dans des conditions donc qui s'appelleraient idéales, dans lesquelles en effet il ne peut faire aucune distinction entre la voix du père et de la mère, c'est-à-dire il y a une forme de convergence absolue. Convergence qui s'exprime même à travers la tonalité de la voix, et malgré tout, il ne l'entend pas. Alors le problème est chez l'enfant, mais n'est pas dans la responsabilité parentale. C'est-à-dire que la Torah considère que le Ben Sorer ou Morès, cet enfant est condamné, que dans la mesure où on a une certitude qu'au niveau de la relation que les parents ont vis-à-vis de cet enfant, les choses ne sont pas faites. Et l'expression de cette perfection au niveau de la relation parent-enfant passe à travers cette voie identique entre le père et la mère. Alors bien sûr, on va essayer de comprendre comment est-ce que ça se construit, comment ça se met en place, et est-ce que c'est dans le domaine du possible. Et pour cela, on va redire des choses qui sont pour certaines, je suis sûr, évidentes, que l'on connaît parfaitement, mais de temps à autre, ça ne fait pas de mal de faire une petite révision et de reposer certains fondamentaux. Vous vous rappelez sûrement que dans une des toutes premières conférences, on avait parlé de l'éducation, a été évoqué le sujet de la trahison. On avait vu qu'en effet, dans une histoire de couple, on va être obligé chacun de trahir son modèle familial pour pouvoir inventer le modèle du couple. Le modèle familial dans la relation entre l'homme et la femme, et le modèle familial dans le système éducatif. Et qu'un couple se construit à ce prix-là, même si le mot trahison est violent, mais ne le prenez pas dans sa dimension péjorative. Trahir, ce n'est pas rejeter, c'est-à-dire dire je ne suis pas là pour valider à travers mon histoire ta propre histoire. Au niveau d'un couple, on est obligé de le faire. C'est-à-dire qu'à un moment, le modèle que tu as eu dans la relation de couple qui est celui de tes parents, le modèle que j'ai eu dans la relation de couple que j'ai vu chez mes propres parents sont souvent en opposition ou alors au moins différents. On fait quoi? Je me lève et je t'accueille quand tu rentres à la maison comme j'ai vu mon père faire vis-à-vis de ma mère ou le contraire, ou alors au contraire je reste avec les enfants et surtout je ne me laisse pas comme j'ai vu chez mes propres parents. Je fais quoi? J'exprime et je verbalise mon amour même en présence des enfants ou pas? Dans un cas on l'a vu, dans l'autre cas on ne l'a pas vu. Que sais-je? C'est multiple. Donc c'est sûr et certain que si on cherche à répéter le modèle parental, la plupart du temps il va y avoir un moment de confrontation, il va bien falloir faire un choix. Donc qu'est-ce qu'on fait? On trahit tous les deux et puis on invente. Et on décide qu'est-ce qui est important pour nous. C'est ça qui est important. Pour nous, le couple, qu'est-ce qu'on fait? Ça, on le sait et on le fait, j'ose espérer, parce que sinon c'est un peu compliqué. On va retrouver la même problématique au niveau de l'éducation. Trahison. On appelle ça, dans le langage un peu plus psy, des conflits de loyauté. C'est-à-dire, je veux être loyal par rapport à mon histoire, elle veut être loyale par rapport à son histoire. Oui, une certaine forme de loyauté. Et on a un conflit de loyauté, c'est si je suis loyal et tu es loyal, qu'est-ce qu'on fait puisque nos loyautés, elles ne peuvent pas coexister? Il va bien falloir qu'on fasse quelque chose. Et vous savez, ce n'est pas juste des mots comme ça. C'est là où s'inscrit vraiment la réalité des choses. Et donc, le Kol Aviv ou le Kol Imo, il commence d'abord par se poser là-dessus. Sur la capacité que l'on a et la liberté que l'on se donne d'imaginer quelque chose qui nous appartient, c'est-à-dire de ne pas chercher à reproduire des schémas. Et nous le savons et nous l'avons vu souvent, que souvent nous reproduisons des schémas, surtout s'ils sont toxiques, parce que c'est une manière pour nous de nous prouver qu'au fond nous n'avons pas tellement souffert. Quand on parle de ces parents violents, qui au fond parfois ont trouvé cette violence dans la manière dont leurs propres parents ont agi vis-à-vis d'eux, pourquoi refont-ils la même chose, parfois sous d'autres formes, mais c'est le même principe? C'est parce que si je fais la même chose, c'est que c'est sûrement bien, donc en vérité ce que mes parents ont fait c'est bien, donc au fond j'ai jamais souffert, donc mes parents étaient bien. Parce que c'est dur de se dire mes parents se sont plantés, parce que c'est difficile de dire que mes parents m'ont fait du mal, parce que c'est difficile de se rappeler de ces souffrances, de ces pleurs retenues et autres histoires du même genre. C'est pas simple. C'est pas simple. Ce n'est pas simple. Donc on réédite. À un moment, il faut bien casser le truc. Il faut bien dire stop. C'est fondamental.
Donc ici, l'enjeu numéro 1, avant même de savoir comment est-ce qu'on construit une voie, va être d'abord de savoir est-ce qu'on est libre de trahir. Est-ce que, au plus profond de nous-mêmes, on accepte? Et est-ce que l'on n'est pas dans un univers dans lequel on va demander à l'autre de trahir, mais moi je ne trahirai jamais. Pourquoi? Parce que moi j'ai raison et toi tu as tort. Donc déjà là, il n'y a pas d'enjeu de pouvoir. On n'est pas dans un enjeu de pouvoir, on n'est pas dans un univers dans lequel il faut absolument que tu cèdes à ma vision parce que travers cela, je prends le pouvoir. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu de pouvoir. C'est-à-dire que l'idée de cette même voie qui est l'expression de l'éducation réussie va exister dans un couple dans lequel il n'y a pas un enjeu au niveau de pouvoir. C'est-à-dire un univers dans lequel je ne cherche pas à un moment à montrer que c'est moi et pas toi. Un univers donc dans lequel je ne pointerai pas les dysfonctionnements de l'autre. Un univers dans lequel je ne me saisirai pas les difficultés qu'il ou elle peut avoir pour à un moment le tirer vers le bas. C'est ce qu'on appelle avoir une certaine forme d'élégance relationnelle, qui est la base même de ce qui va permettre de construire cette voie commune. Et là-dessus, je nous vois tous, d'un côté comme de l'autre, en train de se remémorer le dernier conflit. La dernière fois, on s'est dit des choses, et se dire, si son conjoint est là, qu'est-ce que je suis content qu'il soit là, j'espère qu'il comprend. Et s'il n'est pas là, il faut absolument qu'il écoute la conférence. Si on pense ça, on est à côté de l'histoire. Et pour une raison très simple, c'est que si ça se passe comme ça, alors on doit se poser la question, pourquoi l'autre a-t-il besoin de fonctionner comme ça? Qu'est-ce qui fait que l'autre fonctionne de cette manière? Qu'est-ce qui se passe dans la relation pour qu'il se mette à fonctionner de cette manière? Quel est son besoin? Quelle est sa nécessité? Quelle est sa souffrance? Quel est son manque de confiance en lui ou en elle? Quel est le problème d'image qu'il n'a pas, qui l'oblige à fonctionner de cette manière pour se donner l'illusion d'exister? Comment se perçoit-il dans l'univers social? Comment se voit-il dans le monde dans lequel il se trouve? Le « il » est au féminin comme au masculin ici. Pour en arriver à fonctionner de cette manière, il doit bien avoir une racine. J'ouvre et je laisse ça à votre réflexion. Parce que ce soir, ce n'est pas un sujet sur comment est-ce qu'on construit une relation au niveau du couple. Mais il est évident que sur une thématique de ce type, on ne peut pas y échapper. Parce que c'est le lieu du dialogue avec l'enjeu de l'enfant. C'est pas est-ce qu'on va à la pizzeria ou est-ce qu'on va manger Bassari ce soir. C'est l'enjeu de l'enfant. On va donc maintenant rentrer un petit peu plus dans le sujet. Et Enenu Shomea, donc Bekol Aviv ou Bekol Imo, la voix du père, la voix de la mère, donc deux voix différentes et c'est normal. Que se passe-t-il? La Torah nous dit que si en effet il y a deux voix dissonantes, alors en effet, voilà ce qu'on va retrouver. C'est-à-dire que si l'enfant, il y a des voix dissonantes, ça peut générer un Ben Soreh Moreh, mais il n'est pas coupable. Mais ça peut générer quand même un Ben Soreh Moreh. Pourquoi? Quel est le problème au fond de la dissonance? Eh bien, c'est tout simplement le problème que l'on a. Lorsque l'on a regardé d'abord sur mapi.fr le chemin pour aller de l'école à la part Dieu, et qu'après on met son GPS, et qu'on a des indications différentes. Avec ce site particulier, c'est que, entre les deux, mon cœur balance, comme disait l'autre, mais là, au moins, il y a déjà quand même une chose qui est bien, c'est qu'on connaît l'objectif, la part Dieu. Avant de parler de deux voies, est-ce qu'on a le même objectif? Après, le problème, c'est que un, il aura un GPS X, l'autre, il aura un GPS Y. Et là, on va dire, bon, mais comment on fait? Mais au moins, est-ce qu'on sait où est-ce qu'on va arriver? Première réflexion, est-ce qu'on s'est une fois posé la question dans le couple? Est-ce qu'une fois, on a réfléchi à ça? Au fait, qu'est-ce qu'on veut là? Quel est l'objectif pour nos enfants et pour cet enfant? C'est quoi l'objectif? Vers où on tend? On veut arriver où? Et c'est intéressant de voir que souvent on gère notre quotidien, mais on ne se pose pas la question de l'objectif. Vous savez,
parfois on a le même objectif, mais on n'a pas les mêmes méthodes. C'est au passage ce qui fait la richesse d'une histoire, et plus encore la richesse du peuple juif. Ce qui fait qu'on arrive à s'entendre avec beaucoup de monde, c'est qu'on a un objectif commun, mais des méthodes différentes. Le fait qu'on ait le même objectif fait qu'on peut respecter la méthode de l'autre, même si elle ne me correspond pas. Si l'objectif n'est pas le même, là c'est une difficulté. C'est une base au passage pour construire un univers dans lequel le communautaire arrive à vivre en bonne intelligence. Mais c'est un autre sujet. On a le même objectif, on n'a pas les mêmes méthodes. Ça arrive. C'est la même chose au niveau du couple. L'enfant doit percevoir que les parents sont clairs sur l'objectif. C'est ce qui lui permettra de mieux vivre les dissonances au niveau des méthodes. Ça, c'est déjà un premier point. C'est-à-dire que de toute façon, il arrivera immanquablement que l'enfant va jouer avec nous, et que l'enfant nous amènera à dire une chose alors qu'il a déjà demandé à l'autre, et que l'autre a dit autre chose, il va jouer entre les deux. Normal, classique, il fait son job. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand il joue papa contre maman et maman contre papa, il doit quand même percevoir que derrière, on a le même objectif. Posons-nous, asseyons-nous ensemble et réfléchissons. Quel est notre objectif au niveau de l'éducation des enfants? À moyen terme, à long terme et à court terme. Et le court terme n'est là que pour pouvoir s'imprimer dans le moyen terme et le long terme. C'est ça la question qu'on se pose. Quelles sont les milotes dont on a envie qu'elles fassent partie de leur identité profonde? Quels sont les éléments que l'on a envie de développer chez eux, qui leur permettront par la suite de faire des choix de vie? Est-ce qu'on a un objectif de leur faire percevoir ô combien la Torah est belle? Est-ce que notre objectif est de leur faire comprendre ô combien il est important dans la vie de savoir renoncer, de savoir céder? En un mot et en deux mots, céder. Est-ce que notre objectif c'est ça, ça ou ça? Il y a un objectif global et puis après il y a des objectifs ponctuels par rapport à des situations particulières. Et après on se pose et on dit comment on fait. Et c'est quelque chose qui va être comme une forme de fil rouge qui va se retrouver dans le couple. Et c'est là en effet on va avoir deux visions et c'est normal. Et c'est normal. Et j'espère bien. Sinon ça serait pas rigolo. Mais déjà on est rassuré. C'est que derrière ces deux méthodes, l'objectif est le même. Vous savez, parfois les gens rentrent en tension et disent « Ouais, mais je suis pas d'accord, il faut faire ça, il faut faire ça. » Arrêtez la réunion, dit « Mesdames et messieurs, quel est notre objectif ?» Tout le monde dit le même, on dit « Écoutez, c'est génial. » Donc au fond, on est tous centrés dans la même direction. Donc on est bien d'accord que ce qu'on a envie ici, c'est d'être sûr qu'on va réussir à faire que l'objectif commun aboutisse. Maintenant, on est en marloquette, on est en discussion pour savoir c'est quoi la meilleure méthode. Soit. Mais ce qui est sûr, c'est que l'objectif, il est posé. Mais si l'objectif n'est pas posé, alors on a deux voies, mais qui sont là pour arriver à deux objectifs différents. T'as ma pige, j'ai le GPS, mais le point d'arrivée n'est pas le même. Vous comprenez bien que là, ça risque de se faire légèrement compliqué. Et il y a des couples qui un jour se réveillent et réalisent qu'ils n'ont jamais réfléchi là-dessus. C'est-à-dire qu'à aucun moment on s'est posé, on s'est dit, mais au fond, quel est l'objectif que l'on veut atteindre? Je ne parle pas qui passe le bac ou qui rentre à la yeshiva. Ça, c'est technique. Au niveau de l'être, de la construction de l'être. Ça, c'est une réflexion à mener. Et si votre conjoint dit, je sais pas, j'en sais rien, c'est génial. Ça veut dire qu'au fond, eh bien, cette notion n'est pas trop présente dans son existence parce que peut-être pour lui, il ne sait pas ce que ça veut dire. C'est fabuleux, on va pouvoir l'aider. C'est extraordinaire. Vous imaginez? On va pouvoir donner quelque chose à l'autre. On va pouvoir lui dire, bah, écoute, c'est extraordinaire ce que tu me dis. Alors je vais te dire comment moi je pense l'idée de l'objectif. Et parfois, ce qui pour vous est un objectif, pour lui du domaine de l'évidence, il n'a pas posé comme objectif. Il dit, bah, pour moi, tu as un objectif, ce serait comment faire qu'il réussisse à pouvoir ne pas se mettre trop en colère. On dit, mais attends, ça c'est évident, oui, mais ça s'appelle un objectif. Parfois c'est juste un problème de mots, hein, sans plus. Premier point, je pense que je me suis assez attardé là-dessus, on passe à autre chose. À partir de là, que va-t-il se passer?
on va essayer d'échanger sur quelles sont les meilleures manières d'accéder à cet objectif. Et c'est là où on a différentes voies. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en quoi nous avons analysé si cette voie peut nous permettre d'accéder à cet objectif. C'est-à-dire, comme dans l'univers de l'entreprise, vous voulez arriver là. Et pour ça, il faut faire ça. Expliquez-moi comment, dans le process, en faisant ça, on arrive là. C'est intéressant. Et parfois, vous allez découvrir des choses fabuleuses chez l'autre, que vous n'avez jamais imaginé. Je t'explique en vérité, quand je cède, c'est parce que ça me permet à moi d'avoir déjà une monnaie d'échange, pour que le jour où, en effet, sur des points fondamentaux, les enfants veulent, et je ne lâche pas, je puisse leur dire en amont, mais regardez, vous avez vu sur ça, vous avez eu. Donc au fond, papa et maman ne sont pas méchants, puisque parfois on a accepté de vous écouter. C'est intéressant ça. Et on en dit, mais pourquoi tu cèdes? Je cède parce que je prépare justement la monnaie d'échange. Le jour où justement je ne lâcherai pas. Je pourrais dire à l'enfant, mais regarde, regarde. Dans cette situation-là, nous avons changé d'avis, nous avons dit, ok, nous sommes d'accord. Donc, ce que tu veux traduire aujourd'hui comme une forme de rigidité pesante de parents qui ne comprennent rien et qui veulent t'empêcher de tout, c'est faux. On est d'accord? Oui, très bien, next. Mais si on ne prend pas le temps d'expliciter, alors on ne sait pas. Je vous donne un classique. Papa rentre à la maison, souvent les pères rentrent plus tard que les mamans. Parfois c'est autrement, mais généralement c'est comme ça que ça se passe. Les pères attendent qu'une chose, c'est que les enfants éprouvent, expriment leur amour vis-à-vis de leur père qui, après une journée de travail harassante, rentre enfin dans le bercail. Et qu'ils se lèvent, et qu'ils aillent lui donner un gros bisou montrant cet amour débordant, etc. Super. Et la mère fait exactement le contraire. Elle dit aux enfants, arrêtez de vous lever quand papa rentre. Traduction, tu veux me donner la totalité de l'amour que les enfants pourraient me donner, why not? Donc généralement, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors c'est quoi ça? Tu leur apprends pas, hein? Mais donne la notice explicative. Dans mon objectif, il y a en effet apprendre aux enfants à rester assis. Même s'il y a quelque chose qui les attire, et je comprends d'autant plus, c'est toi. Parce que c'est important d'apprendre à un enfant de ne pas être sans arrêt. Dire ouais, dès qu'il se passe quelque chose, il bouge. Dès qu'il y a quelque chose d'intéressant, il bouge. Vous avez fait, vous, ce test, d'être capable d'être à l'écoute de quelqu'un, il y a un moment où vous avez un bruit ou autre chose et rester centré? C'est pas simple, hein? Mais c'est passionnant. Et plus encore dans la vie, d'être concentré dans une direction, et même si à côté c'est super intéressant, very exciting d'aller voir ce qui se passe à droite ou à gauche, de rester et de ne pas les voir. C'est intéressant de faire ce truc-là. À quel moment ça s'apprend? Parce que derrière ça, c'est l'univers de la concentration qui se joue. Derrière ça, c'est l'univers de la pérennisation. Derrière ça, c'est l'univers qui nous empêche de nous disperser. À terme, ça c'est le projet sur 15 ans. Ça commence maintenant. Alors pas systématiquement, mais de temps à autre. Quand on se dit les choses, c'est plus la même chose. Il faut juste le dire. Il faut dire l'autre, mais c'est évident que c'est génial qu'ils aient envie de se lever. Et je vais t'expliquer pourquoi je ne veux pas qu'ils se lèvent. Parce que de toute façon, les gros bisous, il n'y a pas de problème. L'amour, ils l'auront toujours. Par contre, le moment dans lequel ils vont apprendre que même si on veut se lever, on reste assis, parce qu'il y a des règles, c'est maintenant que ça se joue. Et là, la situation n'est plus la même. Et là, vous la regardez, votre épouse, et vous dites waouh. Enfin, vous l'avez déjà dit en rentrant, mais là, vous faites un double waouh. D'accord? Parce que brusquement, on s'est rendu compte que derrière quelque chose qu'on interprétait comme étant quelque chose de négatif, il y a quelque chose de pensé, il y a quelque chose de réfléchi. Et mesdames, ça va dans l'autre sens, hein. Au niveau du conjoint, vous faites aussi la même chose. Et que derrière ça, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où, en effet, l'enfant, au fond, peut être de manière extraordinaire ce que j'appellerais un accélérateur de dialogue. C'est génial. C'est-à-dire que ce dialogue, qui au fond nourrit le couple, il va passer à travers l'enfant, via l'enfant. Et pas juste à travers les remontrances qu'on va opérer l'un par rapport à l'autre. Et au passage, pour les couples qui pensent qu'ils n'ont rien à se dire, ils vont découvrir qu'ils en ont beaucoup de choses à se dire, et que la télé et l'ordinateur brusquement risquent d'avoir une couche de poussière tellement on a de choses à parler. Parce que ça, je dis, mais de quoi on se parle?
Vous avez vu la liste là? Et c'est un préambule. Il y en a. Ah, l'autre ne veut pas. L'autre me dit, ouais, c'est ton problème, ça m'intéresse pas, tu te débrouilles, je te fais confiance, dans le meilleur des cas. On fait quoi? On va dire, c'est très gentil, j'apprécie énormément, j'ai besoin de ton aide et de ta réflexion parce que je ne suis pas sûr que je ne me trompe pas. Montrez, mesdames, messieurs, à votre conjoint que vous êtes et que nous sommes des êtres faibles, qui de temps à autre pouvons avoir un certain doute, pardonnez-moi, sur la justesse de notre vision. Soyons un peu moins assurés, même si on l'est, pour créer chez l'autre cette possibilité de parler. Qu'est-ce qu'il me demande? J'y connais rien, moi j'y comprends rien, qu'est-ce que tu veux de moi? Sûrement, mais j'en suis pas sûr parce que sinon je t'aurais pas épousé. Mais c'est vrai. À ce moment-là, on parle. Bien sûr, s'il y a un conflit antérieur dans le couple, si on est en train de se faire payer des choses, alors c'est pas du tout la même chose. Il se passe une autre histoire. Mais si on n'est pas là-dedans, c'est une manière très intéressante de créer, de construire un dialogue et de découvrir qu'un conjoint qui se pensait ne pas du tout être doué pour certaines choses, il est au fond profondément, parce qu'il y a parfois plein de bon sens, où il a une manière d'observer, de penser, de voir et de gérer les choses. Avec ceci, c'est qu'on n'est pas ici dans une guerre de pouvoir. Et c'est là maintenant on rentre dans le cœur du sujet, qui va être de savoir comment nous faisons quand nous avons maintenant deux voix, c'est-à-dire nous avons réussi à construire cet échange. Nous avons réussi à nous parler. Et maintenant, on a des visions super différentes. L'enfant va absolument partir en colonie de vacances. Je pense que ce serait très intéressant pour lui, parce qu'il va apprendre à se socialiser encore plus et prendre un peu de distance par rapport à nous. Je pense que c'est pas bon parce que la veille d'avoir des copains, je ne sais pas comment il va gérer. D'abord, soyons honnêtes. Celui qui dit qu'il doit partir, est-ce qu'il a inventé sa théorie? Mais derrière, en réalité, ce qu'il veut, c'est que l'enfant ne soit pas là pour se retrouver en couple. Il faut être capable de le dire. Je vais te dire pourquoi j'ai envie qu'il parte. Parce que quand il part, il n'est pas là. Et quand il n'est pas là, c'est mieux. Et en plus, j'ai le temps de te voir. Dites-le. D'abord, c'est génial d'entendre une phrase pareille de la part de son conjoint. C'est très intéressant. Il faut dire les choses. On a une parole, on le dit. Si c'est dit avec bienveillance, avec gentillesse, avec sourire, pas dans une dimension d'agression, ça peut être entendu. Et si on se rend compte que l'autre, pour l'instant, arrive difficilement à entendre, alors on ne dira pas tout de suite. À partir de là, la question, elle est la suivante. Comment on pose le problème? Et le problème, on le pose d'une manière très simple. On le pose dans la série du « on ». Bon alors, on fait quoi? Il vous est peut-être une fois arrivé de vous retrouver dans une situation où il y avait deux démarches et on n'avait aucune certitude laquelle était la bonne. Moi je me rappelle, faites du ski, les tirs à fesses, c'est à 16h30, 16h45, 17h dans le meilleur des cas, on est très loin. Deux stratégies, on fonce par ici, on récupère celui-là et on remonte là et on a le temps d'eux. Ou alors non, on va directement là et comme ça on récupère le quart, mais le quart, oui, peut-être dans un cas ou dans un autre, il va falloir prendre une décision. Parce que sinon derrière, on se retrouve à faire du stop, ou alors marcher avec des skis sur l'épaule, ce qui est quand même pas très rigolo. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on se pose comme question. Et là, le problème, il est sûr. C'est que, est-ce que nous avons des paramètres objectifs ou pas? Quels sont les éléments dont on dispose? Et vous allez constater de manière très intéressante que c'est dans l'échange que brusquement va émerger la solution. C'est le principe même de l'étude du Talmud. C'est-à-dire, c'est dans la confrontation d'idées différentes que brusquement il y a quelque chose qui émerge. Alors c'est peut-être pas tout de suite. Et si on ne sait pas, eh bien à ce moment-là, on arrive chez un maître, c'est-à-dire chez quelqu'un qui peut être référence, et à qui on dit, voilà, nous avions sur ce sujet deux visions différentes, et chacun des conjoints expose la vision qu'il a, et moi j'aime bien parfois faire exposer par un conjoint la vision de l'autre pour être sûr que l'autre comprenne qu'il a bien compris, et parfois on réalise que vous pensez avoir compris mais il n'a rien compris. Parce que c'est intéressant de dire, voilà, vous savez, ma femme pense que... Moi j'adore ce genre de truc. Et puis on va la voir, soit parfois... Moi j'ai dit ça.
Mon mari dit que... J'ai dit une chose pareille. Donc rien que là, il y a des choses intéressantes et on risque de réaliser que le problème il est réglé parce qu'on pense les deux la même chose. Maintenant, on réalise que non. Et nous disons, nous sommes aujourd'hui arrivés à la conclusion que, mais nous n'avons aucune certitude. Qu'en pensez-vous? On a besoin parfois de tiers. On a besoin parfois de tiers, surtout face à des décisions fondamentales. On a besoin d'un tiers qui ne va pas prendre la décision à votre place, jamais, jamais, mais qui va nous éclairer sur une perspective qu'on n'avait pas vue et qui va nous ouvrir vers une décision, mais en nous laissant la responsabilité de la mettre en action. Le prêt-à-porter, ça existe, malheureusement le prêt-à-penser aussi, mais c'est pas du tout Torah. À un moment, c'est à toi de prendre ta décision. C'est au couple de prendre sa décision. Et c'est là où, en effet, va intervenir une chose qui s'appelle la solidarité du couple. À partir du moment où une décision a été prise et que nous avons suivi l'un ou l'autre, on est solidaire, même si l'autre, pardonnez-moi l'expression un peu légère que j'utilise, s'est planté. On est solidaire. Et pas juste solidaire au niveau du verbe, mais dans la tête. Nous avons décidé de suivre ton avis. Il semblerait que c'était peut-être pas ça la bonne solution. Mais c'est pas grave. C'est un choix qu'on a fait ensemble. Ensemble. La solidarité du couple. Et c'est une chose d'ailleurs qui donne une force incroyable au couple. Parce que c'est ce qui lui permet de passer toutes les étapes. La solidarité du couple, elle se vit à des moments pareils. Bien sûr, malheureusement, ça ne se passe pas souvent de cette manière. Parce que l'autre dit, qu'est-ce que je suis bête de t'avoir écouté, t'as vu, tu m'as mis la pression et tu m'as dit que, et en fin de compte, j'aurais mieux fait que. Super, dites-le. Et à ce moment-là, la fée Clochette arrive, et avec sa baguette magique, comme par hasard, la situation se transforme et revient à son état initial. Si ça se passe comme ça, d'abord vous m'appelez parce que j'ai jamais vu la fée Clochette en direct live. Et deuxièmement, faites-le. Si le fait de dire à l'autre, j'aurais jamais dû t'écouter, on aurait dû faire autrement, fait une forme de rewind, dans lequel la situation retourne vers le passé pour redémarrer l'histoire, alors je vous en prie, faites-le, c'est génial. Mais si c'est pas comme ça que ça se passe, moi j'ai testé plein de fois, c'est pas comme ça, alors ça sert à quoi? À quoi ça sert? Et là, vous avez quand même la possibilité d'avoir l'élégance de savoir vous taire. Parce que le silence, dans des situations pareilles, c'est une forme d'élégance. Ne pas jouer l'avantage, ça ne sert à rien. Ce qui est au passage la meilleure manière de développer, de construire une relation plus forte. Parce que lorsque vous ne jouez pas l'élégance, quand vous ne jouez pas à utiliser l'échec de l'autre pour le tirer vers le bas, que vous avez l'élégance de ne pas jouer l'avantage, le sentiment que l'autre a, c'est une immense reconnaissance. Et cette reconnaissance, c'est une reconnaissance. Donc c'est un lien nouveau. Malheureusement, souvent, on fait l'erreur. Tous. Mais je t'avais dit. Mais pourquoi je t'ai écouté? Et ça semble dans les cas soft. Dans les cas un peu moins safe. De toute façon, j'en ai douté avec toi, tu dis des bêtises. C'était sûrement une idée de ta mère. Je sens qu'il y a du vécu là. D'accord? Donc, ça s'est passé. Ok, Anit Palimat Shava. On est là ici pour savoir qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant. Vous vous rappelez, un jour on a vu dans une conférence que ce qui est important, c'est de ne pas être les enfants de son passé, mais les parents de son futur. Victor Frankl d'ailleurs, cette phrase. Et donc, à partir de là, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant, et pas de ressasser, ça sert à rien. À rien, de rien. Ça sert à rien. Quoi ça sert? Rien. Ne le faisons pas. Donc là, on a ici cette notion de solidarité. Cette solidarité. Et dans laquelle, au fond, on va même amener l'un des deux à dire, voilà, oui, sur ce point-là, en effet, je n'ai pas perçu, je n'ai pas compris, et j'aimerais comprendre pourquoi je n'ai pas réussi. Ce qui permet au passage d'analyser le pourquoi. Pourquoi j'ai pensé ça? Ce qui nous permet de savoir comment on peut repenser maintenant de nouvelles situations. Et l'autre va dire, je vais te dire pourquoi tu pensais ça, et pourquoi je n'ai pas pu te convaincre.
c'est parce que derrière ça, tu avais peut-être telle et telle difficulté, et parfois l'autre a raison. Sans faire la psychologie prise unique. Notre conjoint voit parfois que certaines situations sont des miroirs qui nous renvoient à des situations qui font partie de notre histoire, et on les gère de cette manière A ou B. C'est des choses qui arrivent. Tu ne pouvais pas entendre. C'est des choses qui arrivent. Mais au moins, ça y est. Maintenant, c'est clair. Qu'est-ce qui va se passer quand les enfants jouent avec nous? Parce que 2 parents, 1 voix, c'est un grand jeu que ont tous les enfants du monde, et dans lequel il y a une technique qui est la plus simple. Chaque fois qu'un enfant vous demande quelque chose, qui est du domaine de la permission, du domaine du particulier, demandez-lui systématiquement « Qu'en pense papa? Qu'en pense maman ?» Non, mais je veux savoir ce que toi tu penses. Dès qu'il vous dit ça, c'est bon, vous savez. Moi, tu sais, je pense. Mais avant de penser, j'aime bien savoir ce que pense maman. C'est comme ça. Ouais, mais c'est nul. Ouais, t'as raison, c'est peut-être nul. C'est-à-dire, ne tombons pas dans ce piège. Dans lequel on est tous tombés, hein, moi en tête. Alors là, beugadole, comme on dit. Il savait y faire. Mais ça, c'est une technique toute bête. C'est-à-dire dire, tu veux jouer. Mais papa, mais attends, mais t'as le droit de penser autrement que maman. Rassure-toi, oui. Alors maman, qu'est-ce qu'elle a dit? Dis-toi. Vous voyez qu'il y a ce jeu-là qui est très intéressant pour eux. Parce que derrière ça, ils testent si le couple est solidaire. Ils testent s'il y a une fenêtre et s'ils peuvent rentrer. Et s'ils ne peuvent pas rentrer, ça les rassure, tout va bien, le couple existe. C'est pas tellement qu'ils ont envie de profiter du fait que papa ou maman va dire permis alors que l'autre a dit interdit pour pouvoir dire ouais, il a dit donc. Non, ils savent très bien qu'au bout d'un moment, le couple va dire ah, non, oui. Ils testent un peu la solidarité du couple. Ils testent le couple. Et au passage, lorsque le couple va mal, les enfants jouent souvent ping-pong entre les deux. Et de l'un et de l'autre, et de l'un et de l'autre, espérant qu'à un moment ou un autre, à faire ce jeu de ping-pong, les 2 joueurs se rapprochent. C'est un classique. Et ça, c'est quand il y a conflit, quand il y a réelle difficulté. Et au passage, c'est très intéressant de leur part. Parce qu'ils disent, à un moment, ils vont être capables de dire, bon, attends, on ne peut pas sans arrêt, oui, non, on va décider quelque chose de commun. Tiens, il y a quelque chose de commun. Génial. Il y a quelque chose qui se relie. C'est comme la fratrie qui part dans le conflit. Parce que quand on est tous dans le conflit, dans la fratrie, alors parfois papa et maman sont ensemble contre nous. Ils sont ensemble, contre nous, mais ensemble. C'est bien. Tous les 2 ensemble, ils s'énervent, ils sont fâchés, ensemble contre nous, ils sont ensemble. On les a réunis contre nous. Ils savent y faire, hein, les enfants, pour nous aider à devenir couple. Et donc, dans l'histoire de 2 parents, 1 voix, 2 voix, on est évidemment lié à ça. On ne peut pas dissocier. On ne peut pas dissocier, c'est pas possible. C'est pas possible. Allons voir maintenant un problème qui est quand même un peu plus ennuyeux. C'est quand les questions ou les voix sont des problèmes de voix dans lesquels on introduit l'univers du religieux. Ça, c'est un peu plus difficile. Parce que on le retrouve dans beaucoup de couples. Et pourquoi tu lui as pas dit ce matin de ne pas oublier de mettre son talit de katane? Je comprends pas, je t'ai dit 15 fois que tu ne dois pas leur donner à manger s'ils n'ont pas fait la bracha. T'as vu comment tu l'habilles pour Shabbat? Mais je ne veux pas qu'il aille voir ce film. Je peux vous en sortir encore quelques-unes. Ça suffira. Là, c'est plus ennuyeux, parce que on a la religion comme allié ou comme élément à combattre. Et c'est difficile. C'est-à-dire l'autre a récupéré la religion. Là-dessus, je vous dis, c'est sans doute un des points sur lequel je ne sais pas vraiment quoi vous répondre. Parce que ça veut dire qu'il y a autre chose qui se joue dans la relation.
Il y a autre chose qui se joue. C'est évident. Qu'est-ce que je veux signifier à mon conjoint en refusant d'être dans la voie X ou Y? Qu'est-ce que je suis en train de lui dire? Qu'est-ce que je suis en train de lui faire payer? Et ça, c'est le symptôme d'un syndrome. Il se passe quelque chose ailleurs. Et donc, il faut être capable de dire, écoute, le problème il n'est pas là. Se dire, écoute, si mon conjoint, je lui demande, peux-tu mettre un télécatane à l'enfant? Ça va, il n'y a pas mort d'homme. Alors pourquoi il ne veut pas? Si je lui dis, arrête de le mettre devant la télé, tu sais très bien que c'est pas bon et qu'en plus il voit des images qui sont pas belles. Et pourtant il le fait. C'est pas une démarche éducative qui est engagée ici. C'est autre chose. Et il faut être capable de dire à l'autre, dis-moi, en refusant de le faire, qu'est-ce que tu as envie de me dire? Traduisez. En faisant cela, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Parce que moi, je sais que tu es en train de me dire quelque chose. Mais c'est quoi? Peut-être dans un moment de sérénité, hein, pas au moment du conflit. Allez, voilà. Je te demande et tu refuses. Dans l'absolu, pourquoi refuser? C'est pas tellement un problème, ou pourquoi le faire ou ne pas le faire. Donc qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Qu'est-ce que tu as besoin de me dire et que tu n'arrives pas à dire, ou que peut-être je n'arrive pas à entendre? Parce que tu me le dis peut-être, mais j'ai peut-être jamais réussi à l'entendre, et tu me fais passer le message autrement. Voilà. Mais là, on n'est plus dans rares sont les couples dans lesquels non, c'est une sorte de vision de l'existence, vision laïque, vision religieuse. C'est rare. Et si c'est mais je veux pas qu'ils deviennent fermés comme machin truc YZ, faut lui dire, tu as raison, il deviendra ce qu'on lui donnera les moyens de devenir. Et si tu penses que c'est en faisant certains rituels que brusquement ils se ferment, alors c'est que sans doute on n'a jamais réfléchi véritablement comment ça se crée l'ouverture. Voilà, mais ça c'est encore un autre domaine. L'autre point, donc, sur deux parents, une voix, ça va être, bien sûr, la problématique de, comme on l'a vu en introduction, de la manière dont on met notre propre histoire de côté pour inventer une histoire commune. Dans notre histoire à mettre de côté, il y a l'histoire de nos parents, donc c'est-à-dire bien sûr une voix dans la manière et la place que vont occuper les parents respectifs dans la démarche éducative au niveau de nos enfants. Déjà, on a chacun une voix. Si on ramène après les parents des deux côtés, vous imaginez un petit peu les autoroutes à 4 voies, c'est légèrement complexe. Donc, pour cela, il faut prendre une décision à un moment, c'est qu'on n'écoute jamais une parole que l'on n'a pas demandée. Sauf si bien sûr cette parole c'est une alerte rouge que le parent va avoir. Les enfants, c'est génial avec vos enfants, mais je crois que vous n'avez pas réalisé que si c'est un passage d'information, oui, bien sûr, il est de notre responsabilité en tant que parents, que grands-parents, qu'arrière-grands-parents, de faire du passage d'information et de dire aux enfants, qui eux-mêmes sont parents, écoutez, faites attention, vous ne réalisez pas, mais peut-être qu'ici, il y a quelque chose à voir et à réfléchir, point barre, c'est tout. Alerte. D'accord, on ouvre une réflexion. Mais sur le reste, un avis qui n'est pas sollicité n'est pas un avis que l'on se doit d'entendre. Parce que la question est de savoir pourquoi est-ce que quelqu'un vous donne un avis alors que vous lui avez demandé. On peut générer chez l'autre l'envie de donner un avis. C'est-à-dire dire, écoute, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a un souci là-dessus, je sais pas, essaie de voir. Et c'est là, à ce moment-là, on peut se retourner et dire, ah, très intéressant, et vous en pensez quoi? Et là on va donner un avis. Et sinon on est dans l'univers de l'ingérence, et c'est pas juste un problème théorique. L'ingérence, c'est une manière de dénier aux enfants la possibilité d'éduquer leurs propres enfants. Donc c'est au fond les infantiliser. Leur dire au fond, vous n'êtes pas capable, vous avez besoin de notre parole. Et ça commence très tôt, hein. Mais laissez-le pleurer l'enfant, ça lui fait du bien. Je t'ai demandé ta vie, je t'ai demandé ton avis. Je suis venu te dire, excuse-moi, l'enfant pleure beaucoup, d'après toi il faut faire quoi? Non, alors pourquoi tu me le dis? Non mais c'est pour ton bien! L'enfer est pavé de bonnes intentions.
Et souvent c'est gentil. Mais si de l'autre côté il y a un avis différent, on fait quoi? Parce que là c'est de la vraie trahison. Ma mère elle a dit que, et on ne va pas écouter ce que ma mère elle a dit qu'il était bien. Ah, là c'est du lourd. Vaut mieux trahir des souvenirs qu'une parole qui a été donnée, voire même imposée. Donc ça c'est un choix. Ça peut être peut-être un des axes dans lequel on dit on a une voie commune. C'est qu'un avis que l'on ne sollicite pas n'est pas un avis qui est important. Ça peut être un choix. Un choix tout bête, mais un choix important. Un instant, les questions, il n'y a pas de problème, il y a justement tout un moment pour ça. Donc gardez-la bien au chaud, notez-la si vous êtes hors de l'oublier, mais on y arrive de toute façon dans quelques minutes, je vous rassure tout de suite. Parce que sur ça, je pense qu'on va aussi continuer bien avec vos questions. Dernier point sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est quand on se retrouve donc dans le couple, de vision, de manière de percevoir les choses, de manière de réagir. Et donc, réflexion sur les objectifs et sur les méthodes différentes. Solidarité nécessaire, comme on l'a vu, fondamentale. Et ça c'est capital, cette solidarité. Choisir une direction, une stratégie et s'y tenir et aller jusqu'au bout. Ne pas sans arrêt se poser la question si on aurait mieux fait de choisir autrement. Ça c'est clair. On va quand même, à un moment, se poser la question de savoir est-ce qu'il y a une dimension particulière au niveau du masculin et du féminin pour réfléchir sur des problématiques particulières. Parce que vous êtes d'accord qu'à un moment, le masculin et le féminin ont des sensibilités différentes et des perceptions différentes. Et c'est là où, en effet, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer à l'autre. Il y a des choses que l'on ressent. Il y a des choses que l'on pressent. Il y a des choses qui se situent au niveau des émotions presque. Alors, comment est-ce qu'on peut au fond organiser ça de manière passionnante? Eh bien, c'est là où en effet, il faut savoir dire qu'est-ce qui était à l'origine de ce que je dis. Est-ce que c'est ma réflexion ou est-ce que ce sont mes émotions? Et c'est très intéressant de réaliser que parfois l'émotion qui est à l'origine d'une parole, elle peut éclairer quelqu'un et l'amener totalement à changer d'avis, et dans l'autre sens. Ça veut dire quoi de manière concrète? Ça veut dire que je suis dans de l'ultra-théorie. Ça veut dire qu'il faut être capable de demander à l'autre de donner son point de vue, même s'il ne le donne pas et même si on a l'impression qu'il est d'accord avec nous. Pourquoi? Parce que sa spécificité va peut-être nous éclairer encore plus. Concrètement, ça veut dire, toi en tant que maman, comment tu ressens les choses? Toi en tant que papa, comment tu comprends les choses? Toi en tant que papa, comment tu ressens? Toi en tant que maman, comment tu comprends? Et ça nous permet d'ouvrir l'autre à un univers qui n'a peut-être pas encore suffisamment exploré et qui, c'est évident, va lui permettre d'avancer dans sa réflexion par rapport à l'éducation des enfants. Parce que parfois, le masculin va faire fonctionner sa tête et ne va pas laisser de place à ses ressentis. Le féminin va parfois donner une place importante à ses ressentis et sa réflexion ne sera peut-être pas suffisamment présente alors que sa réflexion peut être plus que passionnante. Donc, deux parents, une voix, c'est aussi à un moment utiliser le fait que l'on ait deux lectures de situation, deux manières de penser comment on devrait les gérer, et demander à l'autre de nous dire comment il pense les choses au niveau de sa réflexion,
et comment ça s'élabore au niveau de son ressenti. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais appris que le fait d'avoir des émotions, c'est quelque chose qui peut nous aider à l'intérieur d'une prise de décision. Que le fait d'analyser une chose et de ne pas juste se fier à ce que l'on ressent peut être capital dans la gestion d'une situation. Vous voyez un petit peu comment il peut y avoir ici une forme d'enrichissement incroyable de l'un par rapport à l'autre. Et c'est au passage ce qui amplifie la relation amoureuse. Dans le couple et vis-à-vis de l'enfant. Parce que l'enfant est le vecteur d'une transformation de nous en tant qu'individu et de nous en tant que couple. Et on ne peut que l'aimer plus parce qu'il était à l'origine d'eux. L'enfant qui était à l'origine de la nécessité de se parler. L'enfant qui était à l'origine de cette nécessité de se poser la question des objectifs, et quand on dit objectifs pour l'enfant, c'est se dire, moi, quels sont mes objectifs pour ma vie? L'enfant qui a amené mon conjoint à me dire, mais mets de côté ta tête et essaye de me dire comment tu vois les choses dans ce que tu ressens, et qui m'a réouvert au monde de mes émotions et me reconnecter à celles-ci. C'est un moment compliqué, mais qui nous a obligés à faire cela, parce qu'on avait deux voix différentes, et on sait très bien qu'au moment où on ne peut pas envoyer des messages contradictoires, cet enfant a créé quelque chose de nouveau, et donc paradoxalement, il y a une vraie relation de proximité qui s'installe avec lui, extrêmement forte. Le problème, c'est qu'en effet, on veut régler des comptes, et qu'on les règle via l'enfant. La difficulté, c'est qu'à travers l'éducation, on veut prendre le pouvoir. La problématique, c'est qu'en effet, on a le désir parfois d'invalider l'autre. Et parfois on a de bonnes raisons d'invalider. Mais ne faisons pas porter la responsabilité de cela à l'enfant. Oui, il y a des personnes que parfois il faut invalider parce qu'elles ont des attitudes, des manières d'être qui les invalident, qui ne sont pas juste des one-shots, mais qui sont des constantes, c'est vrai. Mais en dehors de cela, ne faisons pas apporter à l'enfant la responsabilité d'une histoire que nous n'avons pas décidé de régler entre nous. Voilà quelques points de réflexion. La conférence est un peu moins longue que d'habitude, puisqu'on a commencé un peu plus tard que 9h. Mais pour la finir quand même à la même heure, je vais m'arrêter ici et je vais vous demander maintenant de poser vos questions. À vous. Madame. Alors vous avez dit que de ne pas recevoir les avis, on n'a pas sollicité. Oui. C'est super pour ma belle-mère. Enfin, pas que ma belle-mère. Mais quand c'est d'un rap, par exemple, où je ramène que j'ai étudié que, alors c'est sous couvert de, alors c'est toujours les avis, les super avis contre lesquels on peut rien faire et rien dire. D'abord, vous avez le droit d'avoir du bon sens. Et deuxièmement, vous lui avez demandé son avis? Non. Alors pourquoi il vous le donne? Non, c'est l'avis de la Torah sous couvert du Rav, ou rapporté par. D'abord, vous savez, moi, quand j'entends ce qu'on rapporte en mon nom, c'est génial. Bon, parfois, je découvre un autre Élie. Il y en a plein d'Élie Lemel, alors j'en découvre encore à nouveau. Jean m'a dit que j'ai dit des trucs extraordinaires. Non, ce qui est génial, c'est qu'on dit que vous avez fait des choses. C'est pas que vous auriez pu faire éventuellement, c'est-à-dire que vous dites oh oui, enfin oui. D'accord, c'est-à-dire que vous pouvez même pas dire non parce que c'est tellement. D'accord. Donc d'abord, on a dit que le Rav machin a dit, etc. Moi, je ne crois pas. D'accord. Un jour, j'ai eu le privilège d'étudier, d'être pendant un certain temps près de Rav Nissim Karelitz. Et un matin, je lui ai dit, on m'a dit que vous aviez dit. Et il m'a dit, je sais pas, j'ai pas encore lu le journal. Point. D'accord. Le vieux Razonich. Donc, à partir de là, le Rav a dit, laissez tomber. Maintenant, il est face à vous. Là, j'exprime, en ce qui me concerne, un enseignement, et je partage avec vous une réflexion. À vous de savoir ce que vous voulez en faire.
Ça, c'est déjà un premier principe. Quand vous allez me poser une question dans une situation T, je vais exprimer un avis parce que vous me posez une question. Et après, à vous de savoir ce que vous allez faire avec. Et ça, c'est fondamental. Parce que les conseilleurs ne sont pas les meilleurs. Oui, mais si vous allez dans mon sens, ça va faire plus de fois moi vis-à-vis de la voix opposée. Ah, quand vous utilisez le rave comme renfort. Voilà. Renfort, c'est comme comment ça s'appelait à quel jeu là? On appelait des renforts. Renforts. Ah là, l'utilisation du rave, elle est pas mal. Moi, dans ce genre de cas, je dis, mais écoute, c'est fort possible. Tiens, peut-être qu'on va aller en parler ensemble. Et là, souvent, vous allez voir, oh non. C'est que soit on va dire, je ne savais pas que j'avais dit une chose pareille. Soit, mais dans une situation pareille, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Au contraire, cher madame, votre idée est très intéressante. C'est comme des retournements de situation, nos échecs. Mais si le Rav dit qu'on lui a posé la question, allons lui en parler. Parce que j'aimerais lui exposer mon point de vue. Arrête, tu vas te rendre ridicule. Ça ne me dérange pas, le ridicule ne tue pas. À certains moments, allons-y, pourquoi pas. Maintenant, le Rav, sur la base de quoi il vous dit ce qu'il dit? De sa propre histoire, de son propre ressenti? Du travail qu'il a fait sur ce sujet? De la compétence qu'il a dans ce domaine? D'une compétence reconnue? Oui, mais ça, c'est des choses qui se vérifient quand même. C'est vrai que quelqu'un qui a un halakha, depuis 15 ans, c'est l'halakha, après on considère qu'il connaît un peu l'halakha. Quelqu'un qui, depuis 15 ans, parle d'éducation, peut-être qu'il connaît un tout petit peu. Mais vous avez aussi des rabbins sympathiques, mais dans certains domaines, c'est des rabbins des bois, quoi. Et ils sont très bien à côté, des gens géniaux, fabuleux, extraordinaires, intelligents, brillants et bourrés de qualité. Il y a des domaines sur lesquels ils ne savent pas de quoi ils parlent. J'étais confronté à ce genre de situation. Moi, il y a des domaines sur lesquels je ne sais pas de quoi je parle et j'essaie de ne pas en parler. On me disait oui. Et je n'ai pas peur d'ailleurs parfois de dire je suis désolé, c'est une erreur. Parce que... Donc là-dessus, si on vous rapporte la parole du Rav, il n'y a aucun problème, mais allons lui parler. Et exposons-lui le problème. Et après, nous déciderons ensemble ce que nous faisons avec ce que nous avons entendu. Je peux décider de maintenir la barre. J'ai pas envie de dire le même contre-avis du Rav. Bien sûr que vous avez la possibilité, j'espère bien. Voilà, ça peut ne pas m'avoir convaincu. Mais j'espère bien. Alors posez-vous la question de savoir, est-ce que vous étiez prête à vous laisser convaincre? Et quel est l'autre enjeu? Moi, c'est dans la liste qui m'intéresse, c'est de savoir, mais c'est quoi l'enjeu maintenant? L'enjeu, c'est la situation ou c'est ce qu'elle supporte, ce qu'elle veut dire? Et souvent, l'enjeu, c'est pas la situation, c'est autre chose. Mais il faut avoir le courage de le dire. De se le dire. Et de le dire à l'autre. Dans l'absolu, il n'a peut-être pas tort, mais concrètement, je ne l'écouterai pas. Pourquoi? Parce que. Au moins, on sait où est l'enjeu. Mais c'est pas grave. Au moins, on a posé. Je crois qu'il faut comprendre où se situent les enjeux. Oui. Vous disiez tout à l'heure, quand au niveau de l'éducation, il y a la religion qui... bon, ça veut dire, en préadolescence, une jeune fille qui a des... Bon, au niveau de la tignote, au niveau du Shabbat, tout ça, on est obligé... Enfin, on est obligé. Je veux dire, le père et la mère, ils sont obligés d'avoir une même voix. Ça veut dire, au niveau de la tignote, on lui demande une certaine tenue. À partir du moment où on lui fait comprendre qu'il y a certaines tenues qui ne sont pas tout à fait comme d'accord. Au niveau du Shabbat, c'est pareil. Maintenant, la préadolescence, c'est de toute façon par essence quelle est la question? Comment faire justement pour pouvoir donner à l'enfant, je ne sais plus, l'enfant, un préadolescent, l'envie de, on va dire, de respecter la Torah selon par exemple la tignote, le Shabbat, alors, ça. sur ce, vous posez une question qui est en effet fondamentale. Là-dessus, on va faire une distinction. Il y a en effet la réflexion du couple sur la stratégie. Et elle peut être très différente, cette réflexion. Et à un moment, il y a le choix d'une stratégie commune, dans laquelle, en effet, on est solidaire. Et cette stratégie peut être on laisse faire. Par exemple. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ou ça peut être au contraire, on lâche du lest là, mais là-dessus, on ne lâche pas. Sur la manière dont on va dire. Mais ça peut être aussi une réflexion sur qu'est-ce que l'adolescent veut nous faire payer. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Vous savez, parfois, je me trouve face à ça, je dis, bon, allez,
Tu leur fais payer quoi, là? Explique-moi, là. Qu'est-ce que tu leur fais payer? Et cash, hein? Pas en carte bleue différée, hein? C'est l'immédiat, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Mais c'est intéressant, parce que... on me raconte pas, mais c'est du bidon. Non, tu sais très bien. Allez, qu'est-ce que tu fais payer? Et pourquoi tu as choisi ça pour les faire payer? Et là, il y a des réponses qui sont passionnantes. Et c'est ça un petit peu la discussion qu'on doit avoir ensemble au niveau du couple. Ça, c'est un autre sujet qui est en tant que tel, c'est-à-dire je ne sais pas si on a déjà traité ou pas, l'enfant et la religion. On a jamais parlé de religion ici. On fasse un peu un truc de religion que j'assume m'acquitter ma barbe, quoi. On fasse un peu de religion. Ça peut être un sujet passionnant, la problématique de l'enfant et le religieux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une seule fois, à un moment, on décide d'une attitude commune. Et c'est ça qui est important. À un moment, on décide, voilà l'attitude commune, qui est peut-être bonne ou moins bonne, mais ce qui est sûr, c'est qu'au moins elle est commune. Et la personne qui... Et c'est pas simple, parce que parfois, on peut être persuadé que c'est pas la bonne chose. C'est là on a besoin parfois d'un tiers. D'un tiers qui, à un moment, va nous disculper. Parce que parfois les gens disent « Non, je ne lâcherai pas parce que... » Et l'autre va dire « Je vous disculpe. » Ayez cette attitude-là si c'est un choix du couple, et vous ne serez pas coupable de ne vous être pas battu jusqu'au bout pour imposer votre point de vue. Mais non, j'en veux dire, on se bat. Hein. Non, ça veut dire, par exemple, on prend l'exemple du Shabbat. Il y a un principe, bon, ne pas transgresser le Shabbat. Bon, très bien. Alors, ça veut dire, soit les parents, ils vont être peut-être trop... Mais ça, alors, ça, c'est un choix. J'entends. Mais là, vous me posez une autre question, madame. Oui, qu'est-ce qu'on fait dans le cas d'un enfant qui a un problème avec le Shabbat? On se repose la question au niveau du couple de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre Shabbat pour que l'enfant ait besoin d'eux. Mais là, on sort un petit peu de notre sujet. Votre question est intéressante, mais je ne vais pas essayer de trop développer, parce que là, je veux rester dans l'axe de la voie. C'est-à-dire, on décide d'une voie ensemble, qui parfois va être de dire, on fait comme si on n'avait pas remarqué. Ou au contraire, on lâche pas. Ça dépend de l'âge de l'enfant, de sa place dans la fratrie, si c'est un garçon, si c'est une fille, qu'est-ce qui se passe par ailleurs, de voir, il y a tellement de paramètres. Et ça fait vraiment l'objet d'une conférence en tant que telle. Vraiment. Qui sera peut-être un sujet très, très prochain. Autre question? Oui. Je voudrais revenir sur la partie des objectifs, notamment sur l'exemple que je donnais avec le père qui rentre et l'enfant qui se lève de table. Quand chacun dans le couple, on a un objectif différent, mais qui a autant d'importance pour l'un que pour l'autre, et qui ne sont pas dans la même ligne et qui sont en opposition. Comment on tranche et quelle attitude avoir? Alors, vous me dites que les deux sont importants, mais en même temps, ils sont opposés. Alors, j'ai quelque chose que je n'ai pas compris là. Comme vous avez dit tout à l'heure, par exemple, l'objectif pour la maman, c'est de lui apprendre que l'enfant ne se lève pas de table à n'importe quel moment, de travailler sur sa concentration. D'accord. L'objectif, par exemple, pour le papa, c'est que l'enfant il apprenne à donner du carotte, par exemple, à son père. Très bien. Alors là, c'est très simple. Donc, à ce moment-là, on priorise. On dit actuellement, c'est lequel vers lequel on va se focaliser. Il y a des priorisations en fonction des moments. Et après, quels sont les moments dans lesquels on va travailler sur ton point, quels sont les moments on va travailler sur mon point? On est d'accord que pour amener un enfant à savoir rester à table, on ne peut le faire que quand il est à table. D'accord. Par contre, apprendre à donner du carotte à son papa, il n'y a pas de problème. Il y a plein d'autres moments dans lesquels on peut lui apprendre. Vous voyez? C'est-à-dire, ça peut être très bien, l'enfant est là, tiens, papa vient de rentrer, tiens, serre-lui déjà son verre d'eau et mets-lui des... Vous comprenez? Ça peut être... Il y a plein de... Donc là, on n'est pas du tout dans la contradiction. On est, voilà, il y a une chose et une autre. Comment on priorise et comment on... Et c'est quoi le système pour faire l'un et l'autre? Voilà, c'est... Mais là-dessus, et reconnaître la nécessité de ce que l'autre exprime. Mais c'est très bien, je trouve que c'est génial ce que tu veux faire. C'est superbe. Maintenant, moi, je travaille là-dessus. Moi, je trouve que c'est génial, tu as raison, il faut qu'un enfant, son papa représente quelque chose. Bon, au passage, la meilleure manière qu'il représente quelque chose, c'est que la maman pose sur le papa un regard qui fait que l'enfant sait que le papa représente quelque chose. Rien qu'avec ça, c'est amplement suffisant normalement. Et si c'est pas là, le papa doit se dire qu'est-ce que je fais pour que ma femme n'arrive pas à me poser ce regard. Et pas où elle ne veut pas le poser. On n'a qu'une envie, c'est de le poser. Et si on n'arrive pas à le poser, c'est que quelque part on génère chez nous la difficulté. Mais c'est là.
l'histoire du couple, elle est là, vous savez. Mais je suis d'accord, mais là je reprends ça pour dire, voilà. Et c'est là où c'est intéressant. C'est se dire, mais la vie, c'est ça, c'est découvrir ce qui ne va pas, les belles choses, les dysfonctionnements, les peurs, les machins, voilà, c'est... Et on le pose. Et on le pose. Oui, ben, sache que je ne peux pas lui montrer autrement qu'il doit donner, parce que pour moi c'est difficile. Pourquoi? Parce que tu ne me donnes pas envie de lui dire que je te respecte. C'est intéressant, qu'est-ce qui se passe? Ben, quand tu rentres à la maison et que tu fais ceci, cela, pour moi c'est très difficile. Ah, mais pourtant ailleurs j'essaie de bien faire, mais pour moi c'est... Ah, d'accord, j'ignorais, très bien, on a un travail à faire. Mazal tov, on avance. L'idée c'est qu'on pose des choses, on pose le problème. On n'est pas dans l'agression, on pose la difficulté. Voilà la difficulté que j'ai avec vous. Voilà la difficulté que j'ai avec toi. On ne va pas régler ça en 10 minutes, hein, tout de suite. Mais, sinon je vends la méthode. Hein. Donc, j'aimerais bien poser une question. Mais... Poser? Ah non, on a encore un quart d'heure. Les familles avec 4 parents. Les familles avec 4 parents, d'accord. Famille recomposée. Alors, donc une famille recomposée, c'est d'abord une famille qui s'est décomposée. D'accord? Il ne faut pas l'oublier. Donc, les familles donc, qui se recomposent. Là, c'est... vous avez raison, il faut du temps. Donc, est-ce que je botte en touche et je dis on fait une conférence sur les enfants du divorce? Oui. D'accord? Ce que j'ai fait récemment à Paris et ce qu'on a fait encore récemment à Marseille. Dans les enfants du divorce, les enfants de parents qui ont divorcé, hein, l'adultes, ils s'appellent les enfants d'enfants qui divorcent. Je posais juste deux axes de réflexion. D'abord, il y aurait une différence fondamentale entre les couples dans lesquels chacun est arrivé avec ses boutchous, et si c'était des boutchous, des enfants plus grands. Ça, c'est déjà un premier point. Ce qui va être assez difficile, c'est quand chacun arrive avec ses propres enfants et que le couple a ses propres enfants. Et là, je ne peux pas être père pour mes enfants, mais pas trop père pour tes enfants, tout est dans ton père pour nos enfants. Je suis père pour mes enfants, père pour nos enfants, mais pas père pour tes enfants qui restent à côté de nos enfants et de mes enfants. Il y a pas le truc. D'accord? Donc, alors, là-dessus, il faut mettre en place des règles. Les règles, c'est qu'à un moment, l'enfant qui dit « t'es pas mon père », « t'es pas ma mère », cette phrase-là n'est pas présente dans l'univers du couple. « T'es pas mon père, j'ai pas à t'obéir », en dehors de l'adolescence, où là le problème est radicalement différent. Là-dessus, on obéit non pas parce qu'on est un père, parce qu'on est un papa ou pas, on obéit parce qu'il y a une règle. Et la règle, ce sont les adultes qui la disent. Et dans ces adultes, il y a ta maman et il y a son mari qui est moi. D'accord? Et ça se passe difficilement, mais c'est fondamental. Pourquoi? Parce que ça repermet aux enfants de tester la solidarité du nouveau couple. Ça leur permet de voir qu'ils ne pourront pas faire exploser le couple nouveau dans l'espoir insensé que le couple ancien revienne. Parce que derrière, ils ont quand même ce fol espoir. Donc déjà, il faut casser l'espérance. C'est-à-dire leur apprendre à vivre avec un principe de réalité. Donc ce genre de situation, donc, elles sont là souvent pour ça. Parce que c'est pas... Tu ne veux pas obéir, c'est que en n'obéissant pas, je crée le conflit, en créant le conflit, je fais exploser le couple, en faisant exploser le couple, il redevient célibataire, en devenant célibataire, il peut se retrouver avec ma maman, qui elle-même s'est remariée, bon l'enfant ne connaît pas la halakha, après c'est plus possible, et elle, si éventuellement les autres de leur côté font la même chose, et comme moi je suis c'est la même chose, tac tac, j'explose tout, hop, je les récupère, je les mets ensemble, shalom et on avance. Donc vous avez des enfants qui sont des stratégies mais parfaites. Hein. Donc il faut leur dire, oui, c'est bien joué, mais je ne tombe pas dans le piège. Et ça, c'est la parole que doit systématiquement prononcer le conjoint. C'est sûr que c'est très difficile. Il y a des souffrances, il y a des culpabilités. Ce qu'il faut, c'est rassurer l'autre. Dire, écoute, tu risques de faire des erreurs avec mes enfants qui ne sont pas tes enfants et nos enfants. C'est des choses qui arrivent. Et être en amont. Il est possible qu'à un moment, c'est pas comme ça qu'il faudra faire. Je le sais. Comme moi, je risque de faire la même chose. Et qu'en 2 mots,
on sera sûr que là-dessus, c'est évident qu'il y a des moments où ça ne se passera pas comme il faut. Et une fois que c'était dit, alors ça a été dit. Après, il y a comment on est dans la gestion technique. Qu'en effet, on a ces trois groupes qui sont là, et que l'un joue avec l'autre contre l'autre et s'associe au troisième pour faire ces jeux de billard. Ça, c'est une conférence. Ça, c'est vraiment une conférence sur comment on réfléchit ça. Mais ce qui est sûr, c'est que de nouveau l'enjeu, il va se situer au niveau du couple. Au niveau 1, de savoir que dans un univers, quel qu'il soit, il y a le respect de la règle. Et que la règle, c'est la parole qui a été émise par l'adulte, qui parfois a une deuxième dimension qui est celle du parent, mais qui, même s'il n'a pas la dimension du parent, parce qu'il est le conjoint de notre parent, se doit d'être écouté, point. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Tu as le droit de ne pas être d'accord, mais c'est pas grave, c'est la règle. Dans il faut toujours accepter que quelqu'un ne veut pas être d'accord. Je suis pas d'accord, c'est pas normal, c'est pas juste. Libre à toi. Mais ça change rien. Ça change rien. C'est comme ça. C'est pas juste, je comprends. Mais c'est comme ça. Jamais commencer à faire un argumentaire. Ouais, parce que quand je suis chez l'autre, et en vérité, c'est pas normal, et pourtant vis-à-vis de lui et moi, donc en vérité, je suis le souffre-douleur, etc. et tout. Laissez tomber. Ne rentrez surtout pas là-dedans. C'est au passage de travail qui sont en accompagnement thérapeutique pour pouvoir aider justement les enfants à remettre bien chacun à sa place. Enfin, c'est ce qu'ils sont censés faire, ces accompagnements. Autre question? Oui. En ce qui concerne la stratégie commune, en général quand on est en situation et que le gosse il teste la solidité du couple en demandant un truc à au père et à l'autre, à la mère, etc. pour voir comment. C'est pas à ce moment-là qu'on peut dire alors quelle stratégie on va adopter, etc. Parce qu'on est sur le levier, quoi. Et donc du coup on réagit spontanément chacun avec sa façon de voir les choses. Donc du coup on tombe à côté de la voie commune. Alors on peut... Attendez, on est parents, on est adultes, donc la réponse elle est là. Pourquoi je réagis immédiatement? Parce que la situation fait qu'on doit donner une réponse. On est dans l'urgence absolue. Ça se joue à 5 secondes. Alors on s'en va, on se retire, on discute, on revient? Non, on reste et l'enfant sort. Hein. Ce que tu viens de nous poser comme question est une bonne question, mon petit chéri. Eh bien, tu vas aller dehors et papa et maman vont réfléchir à la réponse qu'ils vont te donner. Et là, il s'est fait voir. Mais il est super content. Waouh! Mes parents, c'est un couple. Mais c'est sûr, maintenant, le problème, c'est qu'être adulte, c'est savoir justement ne pas réagir dans la fausse urgence. Mais après, on ne sait pas s'il a vraiment demandé au papa. Mais vous lui demandez. Si on n'est pas à côté, la maman n'est pas à côté. Mais vous lui demandez. Il va voir. Mais vous savez, tout parent, au bout d'un moment, on le sent le truc. Papa, dis-moi, moi je vois par exemple, qu'est-ce que tu penses de ma robe? Elle est jolie ou pas? Maman a décidé de te l'acheter? Non, je veux juste savoir si. Il y a à mon avis plusieurs manières de la voir. Vous montrez bien que vous avez compris qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'à un moment, parce que si on dit ouais papa il a dit elle n'est pas jolie et pourtant tu veux me l'acheter, donc là-dessus on dit non. On lui pose la question. Pourquoi tu me poses cette question? Juste pour savoir. Eh bien écoute, ça nécessite une réflexion. Non, j'ai besoin de savoir. Pourquoi tu as besoin de savoir? On parle, hein? On parle avec un enfant. Pourquoi tu as besoin de faire ça maintenant? Non, comme ça. Ça va, c'est bon. Comme on dit un peu légèrement, on l'a cramé, ça y est, c'est bon. C'est à nous de savoir un petit peu, dans ce genre de cas, comprendre qu'est-ce qui se passe, quoi. Et donc, ne pas tomber dans le piège. Il ouvre les portes et nous on tombe immédiatement. Non, on tombe pas. Pourquoi? Mais écoute, je vais bien réfléchir. Et je te dirai ça dans 10 minutes. Pourquoi dans 10 minutes? Mais une fois que je vais demander à maman ce qu'elle en pense. Ah, tu penses pas tout seul? Si, je pense tout seul. Mais si tu as besoin de savoir comment je la trouve pour dire à maman après qu'il ne faut pas l'acheter, ça, dans ce cas-là, je pense pas seul. Dis, montrez-leur que ça va, c'est bon. Après, bon, d'accord. Et après, vous la réglez le problème. Donc, l'idée, c'est à un moment, par contre, quand on a réagi immédiatement et comme ça nous est tous arrivé, donc là, il dit, mais qu'est-ce que... Ah, excuse-moi,
j'en avais pas parlé avec papa. Et papa dit quelque chose d'autre, il va falloir qu'on en discute de nouveau. Et à un moment, voilà, il y a un élément qui était non présent, donc on va en reparler. C'est tout. Autre question? Oui. Vous avez parlé d'attitude commune. Quand il y a une opposition entre le mari et la femme, quand il y a un des deux qui est rigide et l'autre qui est un peu plus souple, comment faut-il... Alors. Non. Mais je ne sais pas faire de thérapie comme ça en direct. Or, c'est l'objet d'une thérapie, c'est votre question. Mais qui est une question qui est évidente. C'est-à-dire que quand on a deux modèles de fonctionnement et qu'un des modèles n'arrive pas à imaginer le modèle de l'autre ou pas, c'est là où on a besoin du tiers. Et c'est à ça que ça sert, et c'est très intéressant, il se passe de très belles choses. Maintenant, la rigidité, est-ce que c'est un modèle ou est-ce que c'est un état? Quelle est la différence? Enfin, mon sens, c'est que si c'est un modèle, c'est comme ça que ça doit être. Si c'est un état, c'est que c'était provoqué par quelque chose. Et c'est pas la même chose. Il y a des rigidités qui sont l'expression de peur. Et donc, dès le moment où on travaille sur les peurs, la rigidité disparaît. Il y a des rigidités qui sont des modèles et qui peuvent, parce qu'elles génèrent des crises, amener la personne qui est en face, si elle est intelligente et quelqu'un l'aide à réfléchir, à réaliser que c'est son problème. Et se dire, j'ai une difficulté, c'est que cette qualité, parce que la rigidité c'est parfois une qualité qui permet de tenir droit et d'être colonne vertébrale, la colonne vertébrale parfois peut empêcher le mouvement. Donc c'est là où en effet, on commence à faire un travail. Mais souvent c'est le tiers qui va aider. Pourquoi? Parce que le tiers n'est pas accusateur. Le tiers n'est pas celui qui met l'autre en mauvaise posture. Alors que quand c'est dans le couple, c'est souvent un problème de ping-pong. T'as tort, j'ai raison, tu as tort. Donc on peut très bien dire à l'autre, écoute, je trouve extraordinaire la capacité que tu as, quand à un moment tu as dit une chose, de pouvoir t'y tenir, et c'est une qualité fabuleuse, et dont les enfants devraient s'inspirer. Maintenant, c'est vrai que la difficulté que j'ai, c'est que parfois j'ai l'impression que tu as difficile, pour des raisons que je ne comprends pas et qui t'appartiennent, à imaginer qu'on peut penser autrement. Et moi, ça me pose une difficulté. Qu'est-ce que tu dirais qu'on puisse en discuter avec quelqu'un? On pose le problème. On montre en quoi il y a une dimension positive là-dedans. Et par ailleurs, on dit à l'autre, mais voilà ce qui se passe. Et si l'autre dit, mais c'est du n'importe quoi, etc., ça prouve bien que vous avez touché un point sensible. Après, on rentre dans l'univers de la thérapie et je dirais plus de la consultation. Dans lequel, comment est-ce que stratégiquement on met en place un système pour pouvoir quand même faire aboutir des choses. Voilà un petit peu les axes de réflexion sur ce point. Oui? En supposant qu'il y a voix commune, s'il y a un des parents qui prend plus souvent la parole pour parler au moment des conflits, au moment de... il n'y a pas il peut peut-être avoir une perte de crédibilité, même si il y a un des deux parents qui peut être plus doué pour le dialogue et pour faire passer... Alors, vous parlez du problème des femmes qui ne nous laissent pas le temps de réagir parce que c'est comme Lucky Luke, elles tirent plus vite que leur ombre. Mais pourquoi tu leur dis rien? Mais tu m'as laissé le temps de lui dire. D'accord. Donc si c'est ça, c'est un problème que globalement tous les couples ont. Donc ça, c'est au mari soit d'en s'entraîner à dégainer rapidement, soit aux épouses d'apprendre à dire j'attends, je reprends ma respiration, je compte jusqu'à 10. Si à 10 il a toujours pas dit quelque chose, je lui dis tu veux pas dire? D'accord. Mais c'est intéressant, hein? Bon. Donc ça c'est une première possibilité. Et ça, quand même, prendre un peu de vécu. Maintenant, second élément, c'est que un parle plus que l'autre. Ça ne pose pas de problème si, dans sa parole, en effet, il sait véhiculer le message. S'il ne sait pas, on lui apprend. Mais on lui apprend en le valorisant. En disant à l'autre, tu as des choses tellement incroyablement intéressantes à dire. C'est tellement vrai. Mais j'ai l'impression que les enfants n'arrivent pas à le recevoir, parce que quand tu le dis, pour eux, j'ai l'impression que c'est difficile à entendre. Alors moi qui suis à l'extérieur, je me trompe peut-être,
Mais tu les dis parfois avec une telle intensité parce que tu en es tellement convaincu qu'à un moment, ça bloque. Imaginez quand je dis, donc vous comprenez, c'est très très simple. Il y a des gens, ils n'entendent plus rien. Pourtant, je vais dire les mêmes mots. Parce que derrière, il y a des phénomènes de blocage, on se protège. Donc vous pouvez parfois amener l'autre à prendre conscience que c'est juste un problème de méthode. Voilà, mais ça c'est dans un... Mais n'oubliez pas de valoriser d'abord l'idée que l'autre va dire, que l'autre va émettre. Et lui dire, écoute, j'ai l'impression que c'est ta difficulté. Tu as tellement de qualités, mais ça j'ai l'impression que c'est un peu ta difficulté. Pourquoi, j'en sais rien, c'est pas mon sujet. Moi, tu vois, dans une situation pareille, j'aurais peut-être dit les choses de cette manière, parce que comme ça, peut-être que les enfants l'entendront. C'est une manière donc de respecter l'autre, de le respecter profondément, et de l'ouvrir à des choses qu'il n'aurait pas découvertes. Regardez, moi c'est ce que je fais, hein. C'est ce qu'on fait ensemble. Et a priori, on y arrive plus ou moins, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Dans un couple, s'il y a un enjeu, alors c'est là où j'ai difficile à entendre la parole de l'autre. Donc si on montre que derrière ma parole, il n'y a aucun enjeu, si ce n'est tout simplement de dire à l'autre des choses, parce que pas tout le monde ne sait tout, et qu'on peut être bourré de qualité, mais il y a certains points sur lesquels on ne sait pas, alors ça peut être entendu. Donc un mot au centre d'une parole de ce type, c'est le mot bienveillance. Plus les paroles sont dites dans la bienveillance, mieux elles pourront être entendues. Voilà, je ne sais pas si j'ai totalement répondu à votre question, mais voilà un petit peu l'axe de réflexion sur ce sujet. Autre question? Oui, madame. On a parlé des gens qui sont en couple, mais on n'a pas parlé des gens divorcés. Donc, finalement. Famille monoparentale. Oui, mais il faut rester dans le sujet, dans la loi, qui est souvent dit avec sachant que si l'un des deux ne pratique pas du tout la religion et que l'autre est plutôt pratiquant, est-ce qu'il faut trahir son éducation, non pas trahir son éducation, plutôt, et essayer de pousser l'enfant malgré que l'autre ne soit pas en accord avec ça. Alors, là, il y a le grand classique, c'est, moi je le retrouve souvent chez les pères, hein. C'est un ultra grand classique chez les pères, je suis désolé, mais ça c'est un constat, qui vont souvent, après un divorce, créer une rupture religieuse et avoir un malin plaisir à aller faire déguster à leurs enfants un burger le jour de Shabbat. Clair. Là-dessus, la mère ne peut pas faire grand-chose, clairement. Le travail est le suivant, c'est que là on rentre dans les problèmes des culpabilités de l'enfant, qui ne peut pas désobéir au père, mais qui sait, qui va faire de la peine à la mère, et qui en plus peut-être a une véritablement dimension religieuse. Bon. Si l'enfant est déjà suffisamment âgé, c'est-à-dire à partir de 9-10 ans, il a cette liberté de dire au père non. C'est-à-dire, il faut apprendre à un moment qu'il a le droit d'avoir ce que j'appellerais un droit politique. Il a un droit politique. Et il peut l'exprimer. Après, si c'est trop difficile pour lui, il n'y arrive pas, le travail de l'autre, c'est de l'empêcher de se sentir coupable. C'est-à-dire de faire en telle sorte qu'il ne se sente pas coupable, en lui disant, tu sais, tu ne peux malheureusement pas faire autrement, tu essayes de faire ce que tu peux. Rassure-toi, Akadosh Baruch Hu comprend parfaitement la situation dans laquelle tu te trouves. C'est-à-dire qu'il n'est pas en plus cette problématique de culpabilité. Après, bien sûr, on a en face de nous quelque chose qui est un peu pervers. L'instrumentalisation de l'enfant pour faire souffrir l'autre. L'enfant est une chose, c'est la chosification de l'enfant. Ça, c'est les enfants du divorce, c'est une autre difficulté. C'est les enfants qui chez l'un peuvent faire tout, chez l'autre ne peuvent rien faire. Et donc comme chez moi ils peuvent tout faire, donc c'est plus sympa, donc c'est la raison pour laquelle ils veulent plus m'aimer. Et en même temps je dis à l'autre, nananère. Bon, on n'est pas encore sorti du bac à sable. Non, mais c'est sans rentrer dans celle-là, c'est pas très pratique. C'est vraiment quelqu'un qui ne veut pas pratiquer une personne qui pratique. C'est pas trop de vouloir se
Alors dans ce cas-là, on pose la question. On va dire à l'autre, on se pose, si le couple se parle encore, il doit se voir et mettre ça comme étant un point de discussion. Voilà, pour moi, la dimension religieuse est très importante, pour toi, elle ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait quelque chose qui se mette en lien? Voilà, on se... Vous l'âge des enfants, vous disiez à partir de moment, est-ce qu'on peut essayer de rester à peu près pas neutre vis-à-vis de ce que pense l'autre enfant et de donner, alors justement, à la responsabilité? Alors, madame, là, on rentre dans un cas pratique. Je vais vous laisser mes coordonnées téléphoniques et vous allez me donner tous les éléments, parce que sinon, je vais dire des bêtises. Donc, je préfère là, vraiment qu'on ait tous les éléments, parce que là, c'est plus la théorie, c'est du pratique. Écoutez, je pense qu'on n'a pas fait le tour, mais en tout cas, on a ouvert certaines perspectives, certaines réflexions. Je vous remercie encore pour votre écoute. Et Bezrat Hashem, au plaisir de vous retrouver dans un mois. Tout, bonsoir à tous.